C'est quand même fou de penser que la Terre est à la base suffisamment abondante pour tous, mais qu'une petite poignée de personnes se sont appropriés ses fruits et que la grande majorité doit trimer toute sa vie pour obtenir de quoi survivre. Le revenu de base. En voici une bonne idée quand même. Mais les gens, ils comprennent pas ça. C'est pourtant pas compliqué. Bon, je vous explique. Le revenu de base, ça serait un droit universel. Tout le monde le reçoit, quel que soit leur revenu ou leur situation professionnelle. Inconditionnel. Aucune contrepartie n'est requise pour le recevoir. Plus personne pour vous fliquer. Vous avez refusé 2 offres d'emploi. Individuel. Il est versé à chaque membre du foyer sans considération des revenus de ses autres membres. Eh oui, même Bobonne qui fait à manger pour tout le monde. Permanent. De la naissance à la mort, les morveux comme les vieux pourront le toucher. Ah oui, ça coûte cher les couches. Inaliénable. Droit fondamental pour tous les citoyens. Les bénéficiaires ne peuvent pas en être dépossédés. Cumulable. Il s'additionne avec tout autre revenu. Salaire, certaines allocations. Ça veut dire que ça t'empêchera pas de devenir Bill Gates. Enfin, si tel est ton rêve. Et cette idée date pas d'hier. Un mec plutôt stylé, Thomas Paine, défendait déjà au XVIIIe siècle la mise en place d'un capital de départ pour tous les jeunes de 21 ans. Financé par un système de taxes foncières, il visait à rendre plus concrète l'idée d'un héritage commun de la terre dont une part devait légitimement revenir à chacun. C'est grâce à son poteau activiste Thomas Paine qu'on trouve en 1797 la première proposition de revenu universel payé tout au long de la vie. Plus qu'un modeste capital de départ, Toto défendait le versement régulier d'une somme généreuse permettant à chacun de subvenir à ses besoins primaires et de stimuler l'activité économique locale. Plus tard, en 1848, le Belge Joseph Charlier formule une proposition de dividende territorial payé chaque trimestre à tous et financé par un système de prélèvement sur la valeur des propriétés privées. Comme ses copains, Charlier affirme donc que la terre est un patrimoine commun mis à la disposition de tous pour que chacun puisse subvenir à ses besoins. Il ajoute à ça que la notion de patrimoine commun ne s'applique pas seulement aux ressources naturelles, mais aussi à tout ce dont nous avons collectivement hérité. Les savoir-faire, les technologies, les innovations, et dont aujourd'hui seule une partie infime d'humains en récolte les fruits. Ça ne serait pas légitime qu'une part de cet héritage commun soit redistribuée à tous sous forme de salaire ou de dividende ? Se demandait l'affreux Jojo. C'est dans les États-Unis des années 60 que la proposition va connaître sa première heure de gloire et se retrouver au cœur du débat dans le monde académique puis politique. On peut globalement identifier 2 facettes au débat de l'époque qui font très clairement écho à celui que nous connaissons aujourd'hui dans les pays industrialisés. Premièrement, l'inquiétude face à l'automatisation qui fait craindre à certains la raréfaction des emplois et une augmentation de la pauvreté. Et deuxièmement, l'inefficacité des programmes de lutte contre la pauvreté et les effets pervers qu'ils génèrent. À la droite du spectre politique. Dans cette frange que l'on nommerait aujourd'hui néolibérale, Milton Friedman plaide ainsi pour une suppression de tous ces programmes d'aide et leur remplacement par une modeste garantie de revenus qu'il nomme impôt négatif. À la gauche. Certains comme James Tobin et John Kenneth Galbraith plaident au contraire pour un revenu socle avec lequel pourraient être maintenues certaines aides et incitent en 1972 le candidat démocrate perdant à la présidence, George McGovern, à incorporer une proposition dans son programme. Un match nul qui a le mérite d'avoir fait avancer la question. Au début des années 80, ce débat prend de l'ampleur en Europe grâce à quelques personnalités dont le philosophe Philippe Van Parijs qui parvient avec des frérots écolo-gauchos intellectuello-extrémistes européens à créer un réseau international baptisé Basic Income European Network. Ce réseau, devenu Basic Income Earth Network en 2004, existe toujours et organise très régulièrement de grandes conférences internationales. Puis, en 2013, le mouvement français pour un revenu de base est créé par un groupe de citoyens lors de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. Cette initiative, regroupant 27 pays, récolte 300 000 signatures en Europe et 54 000 en France. Elle lance la création de nombreux réseaux pour le revenu de base dans différents pays. Certains membres du mouvement convainquent Benoît Hamon de proposer le revenu universel dans son programme en 2017. Petite percée pour le revenu de base, mais peu concluante. Alors bon, les gens ils me répondent souvent
C'est bien beau tout ça, ils sont bien braves ces doux rêveurs, mais c'est complètement utopique. Revenez dans la réalité. Le revenu de base, ça n'existe pas, c'est impossible. Et puis il y a l'argent. Alors premièrement, nous n'avons jamais autant été dans une société d'abondance. Ah, l'argent, il n'y en a jamais eu autant. Et puis, tout dépend de ce qu'on fait avec. Je vais pas développer ça ici, mais il y a plein de solutions pour financer un revenu universel. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'une utopie? Tout ce qui fut utopie un jour devient réalité ensuite. Un homme noir qui arrive au pouvoir aux États-Unis, un mec qui va sur la Lune, une femme qui a le droit de vote. Ha! Si tu avais dit à un mec au Moyen-Âge qu'un jour on boufferait des clubs sandwich sous les fans, il aurait crié « Utopiste !» Bon, peut-être pas. En fait, c'est faisable techniquement. Et depuis des décennies, beaucoup d'expérimentations se sont faites autour du monde. J'ai plein d'exemples à vous donner. Regardez en Alaska. Au milieu des années 70, le gouverneur républicain Jay Hammond commence à défendre l'idée selon laquelle les ressources pétrolières de l'État sont un patrimoine commun qui doit bénéficier à tous les résidents actuels ainsi qu'aux générations futures. Au lieu de garder tout le pactole pour lui et ses potes, il met sur pied en 1976 un fonds souverain, l'Alaska Permanent Fund, dont une partie sera dédiée à l'investissement sur les marchés financiers et l'autre sera redistribuée sous forme de dividendes annuels à la population. Eh bien, figurez-vous que 6 ans plus tard, en 1982, un premier revenu universel de 1 000 $ est ainsi versé à tous les résidents de l'État, américains comme étrangers. Depuis, chaque année au mois d'octobre, les résidents de l'Alaska continuent à percevoir ce dividende dont la valeur fluctue en fonction des rendements du fonds permanent. Mais ne partons pas si loin. Dans notre chère France, dans le Lot-et-Garonne, est né en 2013 le projet d'éco-village Terra. L'ambition est à terme que la valeur produite par les activités économiques de Terra permette d'autofinancer un revenu base à tous les habitants de l'éco-village au maximum en monnaie locale. Depuis 2018, avec l'aide d'un financement participatif, 5 personnes touchent un revenu d'environ 1 000 € par mois, dont 85% en monnaie locale. Quelle bande de hippies, diriez-vous ? Peut-être, mais pendant ce temps-là, ça permet aux bénéficiaires d'investir davantage de temps et d'énergie pour le développement du projet. Et les 85% en monnaie locale circulent directement dans l'économie réelle, alimentant le territoire, les entreprises et les producteurs locaux. Et toc ! Je pourrais vous en donner plein des comme ça, mais bon, on va s'arrêter là. Oh, et puis non, un petit dernier pour la route. Direction l'Inde, dans le Madhya Pradesh, un des États les plus pauvres. En 2011, un projet pilote de revenu universel a démarré. Porté et financé par le syndicat de femmes travailleuses SEVA et l'UNICEF, pendant 18 mois, les habitants de 8 villages, soit 5 500 personnes, ont touché 200 roupies pour les adultes et 100 pour les enfants de manière inconditionnelle. Les effets positifs de ces revenus sont nombreux. Ça a permis aux femmes de s'émanciper, s'impliquer davantage dans la vie locale et de réduire le travail des enfants. Puis, l'activité économique a doublé, des familles se sont désendettées. Oh, et j'en passe. En tout cas, on peut pas dire qu'ils aient glandé avec ce fric. Le revenu de base est donc possible. Certes, il demande une réelle volonté politique à sa mise en place et probablement quelques années d'expérimentation ne feraient pas de mal. Mais ce que j'ai pu entendre dans les arguments contre le revenu universel, c'est un blocage qui se situe au niveau des gens. Car les gens font peur, c'est feignant, tirent au flanc, consommateurs et servent les êtres sataniques, ils feraient n'importe quoi si on leur donnait du fric. Mais qui sont ces gens dont on parle tant et qui nous font si peur ?